RCF, mon territoire. Mon territoire, le magazine des initiatives locales, c'est une rencontre mensuelle pendant 1 heure dans une commune rurale avec les élus, les acteurs économiques, culturels, sportifs notamment, pour parler ensemble des enjeux, des défis, des projets et en public. Merci public, bonjour et bienvenue sur RCF pour ce nouveau numéro de Mon Territoire. Nous sommes aujourd'hui à Yzeure-sur-Creuse. Merci à Isabelle de Rochechouart qui nous accueille au superbe relais de la mode bien connu de tous. Alors Yzeure-sur-Creuse, c'est une ville particulièrement animée. Nous avons eu du mal à faire des choix pour nos invités. Nous vous les présenterons en cours d'émission. Florian Mativet nous fait maintenant un rapide portrait de territoire. Bonjour Florian. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors Yzeure-sur-Creuse, Jérôme, c'est une petite commune de près de 1400 habitants, nichée à la pointe sud de la Touraine, peuplée d'Yzeurois et d'Yzeuroises. Elle a une grosse particularité, c'est celle de multiplier sa population par 30 quelques jours en août, à l'occasion du festival de musique Yzeure Rock. On y reviendra tout à l'heure. Yzeure-sur-Creuse, c'est aussi une commune ancrée dans l'histoire, l'un des plus anciens villages de Touraine, à la confluence du Berry et du Poitou. Les premières traces de présence humaine remontent à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Côté patrimoine, on peut y admirer l'église Notre-Dame, construite à la fin du 19e siècle. Une grotte bâtie sur le modèle de celle de Lourdes et bénie en 1887. C'est aussi un lieu insolite, Yzeure-sur-Creuse. On y trouve le dolmen de la pierre levée, l'un des plus beaux du département d'Indre-et-Loire. Enfin, Yzeure-sur-Creuse, c'est un territoire aussi dynamique qui attire des entreprises. On en décompte, Jérôme, 99, plus une vingtaine d'exploitations agricoles. Voilà pour ce rapide portrait. Je te repasse le micro. Merci Florian. Monsieur le maire, alors Yzeure-sur-Creuse, il se passe des choses apparemment. Vous avez envie de compléter ce petit portrait de territoire ? Bonjour à toutes et à tous. Non, pas spécialement. Je pense que le portrait a été relativement clair, explicite. On pourrait en dire beaucoup plus parce que, évidemment, Yzeure-sur-Creuse est, comme chacun le sait, le plus beau village de la pointe sud Touraine, de notre département et de notre France, soyons modestes. Et on est d'accord, bien entendu. Et public, on est d'accord, c'est quand même la plus belle commune. Voilà, merci. Ah, vous avez été long, non, c'est une commune où il fait bon vivre. On a une population qui se stabilise. Vous avez dit près de 1400 habitants, effectivement, 1371 au dernier recensement. On a gagné 9 habitants. Donc c'est quand même important. Qui sont tous présents ce soir. Ah, bien entendu, oui. On a gagné 9 habitants, c'est toujours mieux que de perdre. Et donc, on a un tissu économique intéressant, de l'artisanat, de l'agriculture. C'est une grosse économie locale. Et puis, un tissu associatif hyper dynamique qui font que notre commune est agréable à vivre. Alors, Jackie Périvier, vous allez garder le micro parce qu'on va commencer avec vous un premier échange un petit peu plus approfondi. On a plusieurs invités qui représentent vraiment toute la diversité ou presque de Yzeure et c'est vraiment passionnant. On les saluera et on les accueillera les uns après les autres. Vous êtes donc maire d'Yzeure-sur-Creuse depuis 2014. Vous avez 61 ans. Vous êtes le seul dont je donnerai l'âge, mais parce que vous êtes un homme politique et donc ça existe aussi, il faut le dire. Alors, Jackie Périvier, donc on a bien compris que Yzeure-sur-Creuse, c'est une commune vraiment très ancienne, mais bon, aujourd'hui, c'est quoi sa fiche signalétique ? Moi, j'ai noté des mots comme ça, vous allez me dire si j'en oublie: agriculture, commerce, 150 résidences secondaires, station verte, station pêche, festival de rock, animation. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Eh bien, comme ça, à brut pour point, je ne sais pas si vous avez oublié quelque chose. Le bon vivre dont vous ne parlez pas, mais c'est normal, vous ne le connaissez pas beaucoup. Donc, on a hâte de vous accueillir plus souvent, de manière à pouvoir vous faire comprendre qu'on y est bien ici. Non, je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter. La culture ? La culture, le sport, vous l'avez dit, la culture n'est toujours pas assez développée à mon avis, mais charge à nous, élus, et aux acteurs associatifs, entre autres, de faire venir la culture en milieu rural, plutôt que ce soit les ruraux qui aillent la rencontrer en zone urbaine. Et ça, c'est un travail auquel je m'attache depuis très longtemps.
Mais voilà, je peux rien rajouter de plus par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là, en fait. Hein. Okay. Et on a bien sûr ma collègue de gauche me souffle que nous avons, bien sûr, au niveau de la culture, vous avez parlé du dolmen, mais il n'y a pas que ça. Il y a la préhistoire, bien entendu, mais il y a aussi la plus haute voie du monde qui repose dans notre cimetière. Il s'agit donc de Mado Robin, qui est né en 1918 et décédé en 1960. La plus haute voie du monde. On a un musée à son égard, un très beau musée que nous invitons toutes les personnes à venir voir. Et ce musée n'intéresse pas que les élitistes ou les personnes qui sont accros opéra. Ça concerne vraiment tout le monde, puisqu'il est à la fois pédagogique et ça permet de se rendre compte que l'opéra est accessible à tous. Et d'ailleurs, nous y avons beaucoup travaillé, puisque nous avons fait venir le Grand Orchestre de la région Centre 4 fois sur Isère. Et puis les 2 dernières fois, nous avions rajouté une soprane pour parler opéra, justement. On a fêté les 50 ans de la mort de Mado Robin, on a accueilli des opérettes, et on se rend compte que l'opéra est tout à fait accessible. En fait, on a peur. Le public, y compris, et j'irais presque surtout rural, a un peu peur de ce type de culture, en se disant c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que c'est pour les élitistes, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus aisées ou autres. Mais c'est faux, il suffit juste de s'y intéresser quelques minutes pour comprendre que c'est accessible à tous. J'ai dit en commençant 150 résidences secondaires, bon, peut-être que le chiffre n'est pas exactement celui-là, mais qu'est-ce qui attire les gens? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Alors, pourquoi il y a des résidences secondaires? Alors, tout d'abord, il y a des résidences secondaires parce que ce sont des maisons familiales, enfin des maisons de famille qui sont pas vendues, qui sont conservées. Parce que, moi, j'ai un exemple très clair. Hein, j'ai 3 enfants et dès qu'ils peuvent revenir sur le village, ils reviennent parce qu'ils ont leur enfance, parce qu'ils ont leur histoire, parce qu'ils y ont leurs vacances et parce qu'ils ont la Creuse, la rivière, la baignade, les bons moments entre potes au bar ou lorsque c'était surtout à la baignade. N'est-ce pas? Il y en a certains ici qui peuvent le confirmer. Voilà, il y a du bon vivre, un bon côté. On ne se prend pas la tête à Isère, on essaie de ne pas se la prendre de manière à ce que voilà, tout se passe bien, quoi. Et puis quand il y a un problème, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Mais vous vous décrivez finalement comme une commune, c'est quoi? Bon, il y a des villes, on dit c'est un peu des villes dortoirs, ce qui n'est manifestement pas votre cas. Vous êtes... pas urbain, rural, enfin, qu'est-ce que la nomenclature officielle, je ne me rappelle plus quel était le nom, mais c'était assez original, que vous étiez hors zone, enfin je ne sais plus comment on dit. ZRR. Oui. On est en zone rurale, alors ça ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, ça porte un autre nom que j'ai mangé, mais peu importe. Qu'est-ce qui fait notre spécialité? Peut-être parce qu'on est des gens dynamiques en fait. On est, nous élus, on est le plus dynamique possible, et puis tous les gens qui nous entourent, tous les commerçants sont dynamiques, les acteurs économiques dans l'ensemble sont dynamiques, les associations, on n'en parle pas, c'est hyper dynamique. Et puis nous, derrière, on booste, quoi, en fait. C'est-à-dire que s'ils ont un souci, les associations en parleront tout à l'heure, ils nous en parlent, on essaie de trouver une solution. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. On arrive à dire, allez, hop, avec des petits moyens, parce qu'on n'a pas des gros moyens au niveau des budgets, et bien avec des petits moyens, on arrive à faire des choses. C'est comme ça qu'est né un jour un festival qui aujourd'hui a 40 000 visiteurs. Ça, on va en parler, bien sûr. Ils vivent de quoi, les gens, ici, concrètement? Ils vivent bien, ils mangent, normalement, comme tout le monde. Hein. Alors, on a un petit revenu fiscal, hein, quand même. Hein. On a un tout petit revenu fiscal. Il y a des jardins, les gens s'autosuffisent parfois aussi, mais ils vivent de leur travail, parce qu'il y a quand même aussi des actifs. Il n'y a pas que des retraités. Il y a quelques actifs, il y a beaucoup d'actifs. Alors, où est-ce qu'ils vont travailler, les actifs? Alors, soit sur le village, il y a des commerces qui permettent d'accueillir... Vous avez une zone commerciale, je crois, à la sortie. On a une zone commerciale, voilà, qui est assez intéressante et qui fait aussi une grosse partie de l'attractivité du village. D'ailleurs, une de nos invitées, Madame Lemoni, je crois, à son officine dans cette zone, donc elle en parlera avec Florian Mativet. Exactement. Donc le travail se fait ici dans les commerces, alors au niveau de l'agriculture également, au niveau de l'artisanat sur le village. Il y a la Roche-Posay qui est pas loin, où des personnes travaillent au laboratoire, au casino. Ça, c'est un nom très connu, effectivement. Vous voulez dire qu'il y a des Iséroises qui travaillent à la Roche-Posay? Ah, mais bien sûr. Et il y en a qui travaillent aussi à Châtellerault, à Leblanc, à Tours pour certains. Il y en a qui travaillent à Poitiers. Enfin voilà, on a une zone de chalandise au niveau de l'emploi qui est assez large.
parce que on n'a pas tous les métiers quand même chez nous. Donc il faut aller parfois chercher sa spécialité professionnelle à l'extérieur. Une commune qui est donc très vivante, et on parlera avec Séverine Guillot, du GAEC Guillot, de la vie rurale et agricole, qui est un élément extrêmement important, bien évidemment, à Yzeure. Alors, effectivement, on l'a dit, donc... c'est une ville qui est à quelques encablures de Descartes, de La Roche-Posay, qui est au croisement de la Touraine, du Poitou, du Berry. Parfois, on dit dans l'œil du cyclone, c'est très calme. Là, vous êtes dans toute une zone qui est quand même très repérée, mais vous n'êtes pas dans l'œil du cyclone où il ne se passe rien, manifestement. Non, on n'est pas dans l'œil du cyclone, il ne se passe rien. Et je pense que s'il ne se passe pas rien, c'est parce qu'on s'y donne. C'est parce qu'on a envie qu'il ne s'y passe pas rien. On a envie que ça bouge. Et enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, dès l'instant où il y a un projet, bing, tout de suite, je fonce dedans. Et puis, enfin, j'essaie de voir si c'est possible ou pas. Bon, quand même. Mais je fonce, quoi, et j'essaie de soutenir au maximum. Et je pense que le maire, c'est aussi son rôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour les bons coups. On est là aussi pour passer les moments difficiles et de dire, il y a besoin de développer quelque chose. On est là. On a autour de cette table une personne qui est membre d'une association sportive, mais qui est aussi secrétaire de mairie et qui déborde bien de son rôle de secrétaire de mairie, puisque moi je dis la mairie, c'est un lieu où on doit recevoir les gens, c'est la première porte d'entrée du public, et on dit que les services publics s'éloignent de la ruralité. Eh bien, à nous, mairie, justement, de pouvoir préserver ce premier contact avec les personnes. Et on a envie, justement, que ça reste, on a envie que les gens se sentent accueillis, quoi, chez nous. Et puis, Jackie Périvier, la question qui est toujours difficile en France, mais tant pis, où est-ce que vous trouvez l'argent pour développer les projets de la commune ? Eh bien, on trouve l'argent où ? Eh bien, de moins en moins facilement, figurez-vous, ce qui n'est pas très étrange. Alors, on a des projets que l'on autofinance, d'une part, mais de moins en moins, parce que les économies sont de moins en moins faciles à faire. C'est-à-dire que nos résultats sont moyens, on va dire, puisque les matières premières, les fluides et tout augmente. C'est comme une entreprise, donc on paye plus cher. Et du coup, il y a moins de résultats. Mais on a aussi des subventions. Alors, il faut aller à la chasse aux subventions, n'est-ce pas ? Il faut aller chercher la subvention qui va bien pour tel ou tel aménagement. Donc, au niveau des subventions, on a le département qui nous suit plutôt pas mal. Je faisais justement pour les vœux un état de la dépense faite par le département sur 2 ans pour notre voirie départementale sur la commune, 530 000 €. Bon, voilà, c'est une aide primordiale. On a donc budget le département communal, c'est combien Le budget communal de fonctionnement, c'est 1,4 million à peu près. On a un petit budget communal. Et investissement, ça varie entre 400 000 et cette année, ça va être 1,4 million parce qu'on a une maison de santé pluridisciplinaire qui va se mettre en place pour 1 million d'euros. Donc, c'est un gros projet. C'est le projet du mandat. C'est énorme. Ça nous fait peur. Enfin, moi, clairement, ça me stresse. On a intérêt que ça fonctionne. Donc là, c'est pareil. On va se donner tous les moyens pour que ça fonctionne, mais bon, on ne sait jamais. Et puis donc, pour en revenir sur les financements, donc département, région, l'État, bien sûr, qui nous aide également, l'Europe, les financements européens. On a pour l'aménagement du verger, par exemple, on a donc une subvention à hauteur de 80% pour financer la signalétique de notre verger. Est-ce que j'oublie des choses ? Europe, région, département, communauté de communes, bien sûr. Excusez-moi, Monsieur le Président de la Comcom. Désolé. Oui, bien sûr, la communauté de communes est proche de nous aussi. Elle nous accompagne. Et elle nous aussi souvent qu'elle le peut, elle nous accompagne à la fois financièrement, mais aussi techniquement. Alors j'ai une dernière question, toujours aussi dérangeante. Vous vous représentez en 2026 ? Merci pour votre question, cher monsieur. Alors, je fais un métier difficile parce que les gens me détestent. Et moi, je vais faire une réponse qui sera une petite réponse de Normand, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve d'ici le mois de mars, si c'est en mars 2026. Clairement, avant de répondre à la question, je vais faire un petit peu mon bilan sur 11 ans. Mon bilan sur 11 ans, c'est que je suis un maire heureux. Voilà. Et ce qui est important, c'est que les électeurs le soient.
Ah, ça, jusque-là, ils n'ont pas l'air d'être malheureux, donc enfin, c'est peut-être un mauvais Que regard. vous soyez heureux, c'est bien, mais il faudrait que les électeurs Non, soient alors aussi. j'entends par là que quand on est maire, je le disais tout à l'heure, on ne doit pas être maire seulement pour les bonnes choses. Quand on est maire, et qui plus est en la campagne, enfin dans une commune rurale, quand on est maire, on fait tout. Et il faut commencer par aimer les gens. Ça, c'est fondamental. Si on n'aime pas les gens, on n'est pas maire. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui vont être contents, qu'on va croiser dans la rue. Alors moi, j'ai mis mon bureau de manière à ce que je sois en face de la fenêtre et j'ai pas de rideau. Comme ça, quand les gens passent devant, ils me voient dans mon bureau. Ils ne peuvent pas dire que je suis pas là parce que je suis là. Et donc, il faut tout d'abord aimer les gens. Il faut entendre qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Savoir prendre du recul. Et puis analyser ce qu'ils disent, qu'ils n'ont pas forcément tort. Et puis, à partir de là, monter les projets pour essayer de maintenir au moins l'existant et voir le développer. Et pour répondre à votre question, donc ma réponse, elle est oui, j'ai très envie de repartir. C'est aussi un choix familial. Il faut que les décisions se prennent à deux dans ces cas-là. Mais oui, en effet, j'ai très envie de repartir parce que je ne suis pas malheureux dans mon poste. Merci pour cette information importante. Je passe le micro. Et je voudrais préciser que repartir ne veut pas dire qu'on est élu, parce qu'on est en démocratie. Il peut y avoir plusieurs listes, il peut y avoir un échec, et c'est comme ça. C'est acceptable. On en accepte l'augure. Je passe le micro à Florian Mativet avec un deuxième invité. Une deuxième invitée, je crois. Tout à fait, Jérôme. Une deuxième invitée. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé des acteurs du territoire, des acteurs associatifs et des acteurs économiques. Isabelle Lemoni, vous êtes un acteur économique prépondérant à Yzeure-sur-Creuse. Vous êtes la gérante de la pharmacie du Dolmen, à quelques pas de l'Intermarché, justement, d'Yzeure. Alors, j'aimerais qu'on commence par une question plutôt légère. Pourquoi ce nom d'établissement ? J'imagine que c'est un clin d'œil à la culture d'Yzeure, mais expliquez-nous en détail le choix de ce nom. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Quand j'ai choisi de m'installer à Yzeure-sur-Creuse, c'est posé la question du nom de la société. Voilà, le nom de la société et donc du nom de la pharmacie, qui portait jusque-là le nom de famille de mon prédécesseur. Et je ne connaissais pas bien du tout Yzeure. je suis arrivée là pour la pharmacie et j'ai tapé sur Google Yzeure-sur-Creuse et j'ai lu ce qu'on me disait, la préhistoire, le dolmen et Mado Robin. Et donc j'ai choisi le dolmen pensant que c'était quelque chose de stable, de solide et qui pourrait durer dans le temps aussi. On m'a rappelé que ça pouvait être un tombeau, mais j'ai choisi ça. Et d'ailleurs, lors de mon premier passage à Yzeure, mon prédécesseur s'est empressé d'aller me faire la visite du village et du dolmen, qui était un des plus beaux du département, a priori. Et tout à fait. Et en tant que pharmacie d'une petite commune, est-ce que vous parlez de clientèle, puisque j'imagine que vous connaissez tous les Yzeurois et tous les Yzeuroises, ou presque, qui viennent peut-être vous voir ? Alors, maintenant, ça va faire bientôt 14 ans que je suis là, donc je commence, oui, à connaître pas mal de monde. Et je pense que l'inverse, c'était plutôt l'inverse au départ. Tout le monde savait qui j'étais avant que moi, je connaisse les habitants. Mais oui, c'est ce qui me plaît aussi dans la ruralité, c'est pas des anonymes en fait, les gens que je vois tous les jours. On connaît les liens de famille aussi, parce que même au bout de 14 ans, je fais encore des liens en me disant « Ah, mais c'est le cousin !» Voilà, donc ça permet aussi, nous, même au niveau de notre rôle de santé, d'agir parfois, d'avoir à prévenir les enfants que madame telle, elle... Voilà. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé, vous, à vous installer particulièrement à Yzeure, en ruralité ? Est-ce que c'était quelque chose qui était important ? Oui, c'est important parce que moi, je viens aussi, je suis originaire d'un petit village de Charente. Et oui, je ne me voyais pas exercer. J'avais visité des officines en ville où quand tu sors, tu as 3 croix qui clignotent dans tous les sens. Et moi, c'était pas comme ça que j'avais envie d'exercer. J'avais pas envie d'exercer sous une contrainte permanente avec des confrères aux alentours, aux aguets. J'avais envie d'exercer sereinement. Et la campagne. Alors, je parle pas bien dans le micro. Je suis pas habituée, moi. La ruralité, c'est quelque chose je pense qui m'attire. Je trouve très, très riche aussi, parce que justement, il y a du lien social, il y a des liens forts.
dis souvent que j'ai été adoptée par Iser, mais je pense que c'est le cas. Parce que Alors, une de je suis vos encore là. particularités, une de vos particularités donc, de votre pharmacie du Dolmen, c'est que vous êtes très présente, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Vous avez une communication remarquable. Est-ce que vous pouvez nous en parler en tout cas? Je sais pas en fait si c'est remarquable, mais après c'est dans l'air du temps aussi. C'est un outil de communication comme un autre. Après, avec beaucoup de pincettes parce que notre profession nous contraint dans beaucoup de domaines. Donc, Mais quand on parle de lien social, pardon, cette présence sur les réseaux sociaux, cette présence peut-être indirecte avec tous les Isérois et les Iséroises, elle est importante aussi à entretenir en tout cas. Je pense que c'est un des maillons de la chaîne en fait. C'est assez. C'est un autre aspect, oui. Quelques mots aussi sur les problématiques que vous pouvez rencontrer quand on parle de ruralité. Est-ce que c'est difficile? Quelles sont vos difficultés finalement, les difficultés que vous rencontrez en tant que pharmacie rurale? Comme dans beaucoup de domaines au niveau médical, en fait, le maillage de la santé, l'éloignement en fait de certains pôles médicaux, des hôpitaux, etc. Mais après, justement, Iser est très actif dans ce domaine-là. Moi, depuis que je suis installée à Iser, j'ai toujours vu une commune qui se démenait pour qu'on garde un système de santé sur place. Donc, avec ce projet de maison médicale qui est très présent, qui est plus que présent. Qui devrait voir le jour, il y a une volonté aussi... je veux dire, même actuellement, même dans les centres-villes, souffrent de désertification médicale. Donc, ce n'est pas juste un problème de ruralité. Et je pense que le dynamisme que tout le monde peut apporter et impulser, c'est ça qui peut apporter du positif. Merci beaucoup Isabelle Lemoni. Vous êtes gérante de la pharmacie du Dolmen, à quelques pas de l'Intermarché à Isère-sur-Creuse. Jérôme. Merci Madame, merci Florian. On va marquer une première petite pause et j'espère que Kevin Bussereau sera attentif. Le magazine qui donne la parole à ceux qui font vivre leur commune. Mon territoire sur RCF. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas. RCF, mon territoire. Merci, on reprend l'antenne. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, Kevin Bussereau? Désannoncez-nous ça. Bonsoir à tous. Nous venons d'entendre AD, une des artistes qui va passer sur le festival Iser & Rock ce week-end, le premier week-end d'août. Voilà. Ce week-end. On n'est pas déjà en mois d'août. Vous reprendrez le micro tout à l'heure pour nous raconter ça en détail. Effectivement, les deux pauses musicales, bien évidemment, feront honneur aux artistes de Iser & Rock. C'était forcé. Voilà. Eh bien, bienvenue si vous nous rejoignez sur RCF, Mon Territoire, le magazine des initiatives locales. Nous continuons avec une deuxième invitée, Séverine Guillot, qui est agricultrice, dynamique représentante d'une exploitation familiale. Alors sur place au Ligné, beaucoup de vaches, beaucoup de chèvres et quand même une bonne demi-douzaine d'humains puisque c'est les membres de la famille Guillot. Donc une belle aventure collective. Séverine Guillot, racontez-nous un peu l'histoire de cette exploitation qui a débuté, je crois, à Tournon-Saint-Pierre du temps des grands-parents de votre mari, c'est ça ? Alors bonsoir. Oui, donc c'est une entreprise familiale qui était avant sur Tournon, sur la ferme de Gaudru. Alors moi, je suis une pièce rapportée de la famille, donc valeur ajoutée, voilà, on peut dire comme ça. Donc oui, par la politique, monsieur le maire. Même par les arrières. Donc la ferme était même présente à Tournon avec les arrière-grands-parents de mon mari. Et c'est d'ailleurs son arrière-grand-mère qui a mené l'exploitation après le décès de son mari. Voilà, donc après, le grand-père de mon mari a repris la suite. Donc c'est une affaire de femmes. Voilà, après, il y a quand même les hommes. Hein. Pas... voilà. Donc après, le grand-père de mon mari a repris l'exploitation, a installé ses deux fils. Donc l'un des deux est parti. Après, du coup, c'est mon mari, son frère et ses parents qui sont restés associés ensemble. Après, moi, je suis arrivée.
Et du coup, on a changé de site pour arriver sur le site de Ligné. Enfin, c'était déjà mes beaux-parents qui étaient arrivés sur le site en 82 pour installer des chèvres. Voilà, pour faire une production supplémentaire. Il y a combien de générations actuellement sur la ferme? Alors, on travaille à 3 générations. Mes beaux-parents, ma génération, donc mon beau-frère, mon mari et moi. Et là, maintenant, on a notre fils qui vient d'être salarié, enfin qui arrive en tant que salarié et qui va s'installer dans les années futures. Et après, on a encore deux enfants motivés pour l'instant qui affirment qu'ils vont faire ce métier. Voilà. Donc, on est assez content de faire perdurer le métier pour les générations futures. Voilà, ça nous donne envie d'avancer, envie de continuer. Justement, pour les auditrices et auditeurs qui ne sont pas sur place, dites-nous un peu, vous avez des vaches, vous avez des chèvres, qu'est-ce que vous travaillez, vous faites quoi concrètement? Alors, on n'a plus de chèvres depuis 2020, je pense que vous avez dû regarder. On n'a plus de chèvres depuis 2020 parce que mon beau-père est en retraite, donc ma belle-mère ne pouvait pas assurer l'atelier chèvres toute seule. Donc on a un atelier vaches laitières, un atelier vaches allaitantes, et après on a les cultures et les prairies. Voilà, donc nous on fait du lait. Il y a combien de vaches? 130 vaches laitières et on a 200 mères allaitantes. Voilà. Ah oui. Donc un peu de travail, quoi. Oui, un peu de travail. Alors attendez, vous avez dit 130 vaches laitières. Donc pour la production de lait qu'on vend, nous on vend à la coopérative. Et en plus encore combien de vaches 200 vaches allaitantes. Donc en tout 300. Ouais. Plus tout le renouvellement après, enfin tout. Voilà. Sur combien d'hectares? Sur 300 hectares. Et vous êtes combien à vous occuper de ça? Eh ben on est 5. Après, si on ramène par associé ou par personne, on n'est pas tant que ça du coup. Ah oui. Voilà. Après, il faut ça maintenant pour vivre en agriculture. D'accord. On ne peut pas rester. Mais c'est quoi la vie d'une exploitation comme la vôtre en 2025 comment ça se passe au quotidien Eh bien, le matin, la traite pour les vaches laitières, la traite, l'alimentation. Dans la journée, tout le travail, ça dépend des périodes. Hein, forcément, en ce moment, on ne va pas dans les champs. Après, il y a dans le travail des champs l'été. Le soir, on reprend la traite vers 16h30. On finit vers 18h30. On aménage, chaque agriculteur aménage ses horaires suivant sa façon de voir la vie de famille ou s'organiser. Et après, tout le travail qu'il y a à côté. Et les donc, papiers aussi, l'administratif, la comptabilité. Oui, c'est ça, il y a ça aussi, oui. Ouais. Beaucoup, maintenant on a beaucoup que d'une main vous trayez la vache et de l'autre vous êtes sur la calculatrice? Non, c'est sale, on ne peut pas faire la même chose en même temps. non, mais voilà, après on s'organise, on est 5, donc chacun a son travail, tous les jours on sait chacun ce qu'on a à faire forcément, et chacun a sa spécialité en fait. Mais est-ce que votre exploitation, je dirais, elle rentre dans ses frais, elle fait ses frais, ses charges, vous payez tous? Oui, après, voilà, on est dans un... Et vous vendez à qui concrètement? Alors nous, on vend à une coopérative laitière, Agrial, on peut la citer. Voilà, donc là, en ce moment, le cours du lait remonte un petit peu. Après, la viande, ça se porte bien en ce moment. Le problème en ce moment, c'est la météo qui nous joue depuis 2024, on est un peu embêté par la pluie. Là, 2025 repart très mal. On sait que financièrement, c'est quand même 2024 est dur. 2025 le sera encore plus. Après, on ne perd pas espoir. Comme on dit, l'agriculture, c'est un métier passion. Donc, par tous les moyens, on essaiera de continuer. Après, nous, pour l'instant, voilà, on va pas. Dans le métier de l'agriculture, quand on travaille bien, quand on a la technique, après, c'est sûr qu'on a forcément les types de sols qui nous aident. Suivant, comme nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est l'élevage. Sur notre territoire, on a beaucoup de terres qui ne conviennent qu'à l'élevage. Nous, on a 140 hectares de prairies permanentes où on ne peut faire que de l'élevage dessus. Donc on ne pourra pas faire de céréales sur ces terres-là. Donc on sait très bien que pour les valoriser... Vous ne faites que de l'élevage, en fait. Vous ne faites pas du tout de culture céréalière. Si, on fait quand même un peu de culture céréalière. Vous faites quoi comme... Du maïs en silage, du maïs grain pour nourrir nos bêtes. Et après, on fait aussi des céréales, donc du blé, de l'orge et du triticale. Et après, tout le reste, ce sont les prairies. Alors, expliquez-moi une contradiction. Là, c'est le salon de l'agriculture à Paris. Merci d'être là ce soir plutôt qu'à la porte de Versailles, on apprécie. Les agriculteurs d'Indre-et-Loire, si j'ai bien compté, ont reçu 67 médailles, toutes confondues, or, argent, bronze, pour différentes productions bien sûr. En même temps,
et là, vous êtes au cœur de ça. Je veux dire, vous lisez les couvertures des magazines en ce moment, la crise des agriculteurs, les agriculteurs n'en peuvent plus, le modèle agricole s'est terminé. Hier soir, il y avait un reportage à la télévision sur les agro-sentinelles pour aider les agriculteurs en détresse, pour éviter des issues fatales quand ils sont dans le désespoir. Alors, je ne comprends pas bien, là. Ça va bien ou ça va pas bien ? Alors après, c'est compliqué. Après, tout dépend des exploitations, forcément. Après, on a, suivant la région aussi. Après, suivant aussi le type d'exploitation, celui qui est seul, enfin un agriculteur seul dans une exploitation, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand on travaille ensemble. Après, il y a les contraintes aussi financières. Parce que quand on a beaucoup d'investissements et que financièrement, ça ne colle pas, comme un céréalier, avec les années compliquées qu'on passe, comme là avec l'humidité et tout, c'est quand même très compliqué. Après, Par exemple, dans votre modèle économique, vous êtes obligé de vendre à des prix que vous ne maîtrisez pas, qui vous sont imposés. Vous devez respecter des quotas de subventions européennes. Si vous produisez trop, vous devez jeter du lait dans la rivière, n'importe quoi. C'est comme ça que ça marche ? Alors oui, c'est comme ça que ça marche. C'est pas nous qui décidons de notre prix de vente. Donc pour le lait, c'est la laiterie. Pour les céréales, c'est nos coopératives. Après... En général, comme pour la laiterie, on a un conseil d'administration qui est composé que d'agriculteurs. Donc après, c'est des décisions qui sont prises aussi en commun avec tout ce qui est les grandes surfaces, la restauration, pour la vente. Je parle pour les produits laitiers. Et après, c'est sûr qu'on a passé des années. Même là, on a encore en céréales, les prix sont pas bons du tout parce qu'on sait très bien qu'avec la crise en Ukraine, tout le blé qui est importé, puis là les mauvaises récoltes, on sait très bien que c'est compliqué. Mais il y a encore du plaisir à faire ce métier aujourd'hui avec toutes les contraintes ? Comme je vous disais, pour moi, c'est un métier passion. Je pense que même pour tous les associés de notre exploitation, c'est un métier passion. Donc on ne se voit pas faire autre chose, en fait. Alors on fait tout ce qu'on peut pour arriver à vivre de notre métier. Alors voilà, en travaillant, on n'est pas aux 35 heures. C'est dur. C'est ce que j'allais vous dire en conclusion. Je veux dire que vous avez le temps encore de vivre un peu, de prendre des vacances, d'aller au cinéma Alors, les vacances, on aime bien partir 3 jours, mais on aime bien revenir. Après, moi, je suis conseillère municipale sur la commune de Isère-sur-Creuse. Parce qu'en plus, vous avez encore des engagements voilà. Très impliqués. Voilà. Après aussi, dans le milieu agricole, pour ma part, je pense que si on ne veut pas rester dans son petit... il faut sortir un peu pour voir du monde et pas rester tout seul. C'est aussi un des gros problèmes, comme tout à l'heure, vous évoquiez les personnes dans les exploitations. Il y a beaucoup de personnes qui restent seules, en fait, qui se renferment sur elles-mêmes, et après, quand on ne sort plus, c'est... Voilà. Donc c'est parfois difficile, mais vous n'aimeriez pas mieux être fonctionnaire à la Sécu ? Non. Peut-être d'autres métiers, mais pas celui-là. Merci. Je me doutais de la réponse. Florian, avec un ou une autre invitée. Tout à fait, Jérôme. Là, je me tourne vers vous, Isabelle de Rochechouart. Bonjour, vous êtes gérante du Relais de la Motte, l'hôtel-restaurant qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec grand plaisir. Alors, cela fait 14 ans que vous êtes installé à Isère. Auparavant, vous avez eu 1000 vies. On va y revenir. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous installer ici à Isère-sur-Creuse ? Écoutez, il y a une partie totalement hasard et puis une partie, on va dire, un peu plus ésotérique, si je puis dire. Alors, le hasard, c'est que mon associé sur le Relais de la Motte, parce que nous sommes 2 propriétaires ici, qui s'appelle donc Philippe Ravinet, est un ami que j'ai rencontré dans les années 89 en Afrique du Sud, lorsque j'habitais là-bas, et lui aussi. Et c'est donc une longue amitié. Et il est, à une époque donc, de sa vie, il a investi avec d'autres amis dans des hôtels à Paris. Il cherchait une propriété, donc une propriété secondaire. Et en fait, il a dormi dans cet hôtel, qui était déjà un hôtel à l'époque, qui était tenu par Madame Bussereau pendant à peu près 30 ans. Et il a appris que c'était à vendre. Et donc, je ne sais pas ce qui lui a pris par la tête de me téléphoner et de me dire « Isabelle, voilà, ça fait longtemps que je voulais faire un truc avec toi. Ça me ferait plaisir si on pouvait peut-être acheter un hôtel à Isère. Moi, je vais monter... un site de mariage avec des gîtes, etc. Il pourrait y avoir une synergie avec un hôtel, un restaurant, etc. Est-ce que tu peux aller voir ?
Vous avez cité le fait que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. J'ai été plus de 10 ans en Afrique et du coup, j'avais envie de prendre un projet de A à Z. J'étais pas du tout dans la restauration, pas du tout dans l'hôtellerie. Donc, c'était un métier pour moi qui était tout à fait neuf. Et mon associé m'a dit « Non, mais tu sais, ça va, ça ne te prendra pas trop de temps, 3 jours par semaine au max. » Ça fait 14 ans que je suis ici. Si je dis que 3 jours par semaine s'est transformé en 7 jours sur 7 avec à peu près, allez, on va dire entre 8 et 14 heures par jour, c'est à peu près ça. Bon, alors maintenant, j'ai une équipe absolument top. Je veux dire, je peux me reposer sur autant l'équipe de l'hôtel, autant l'équipe de la restauration et tout. Et ça me permet quand même maintenant de prendre un petit peu plus de liberté dans mon emploi du temps personnel. Finalement, c'était une aventure dont vous avez été embarqué presque contre votre gré à la base. Alors ça, c'était l'explication rationnelle. L'explication un peu moins irrationnelle et un peu plus ésotérique, c'est que j'ai découvert en signant le compromis de vente ici, j'avais une tante qui a toujours été dans l'hôtellerie, donc je l'appelle, j'ai dit « Ah bah tiens, j'ai été picousée de l'habitude familiale, etc. Je rentre dans l'hôtellerie. » Donc ça l'amuse, elle me dit « Ah bon, où ça ?» Je dis « Tu vas pas connaître. » Enfin, je lui dis pas où c'est. Je lui dis « Non, mais c'est un petit patelin, tu sauras pas où c'est, etc. » Elle me dit « Si, dis-moi. » Alors je dis « À côté de la Roche-Posay. » La Roche-Posay, tout le monde connaît, on est quand même à 4 km. Elle me dit « Ah bah oui, non mais ça je connais très bien, dis-moi où ?» Je dis Yzeure-sur-Creuse. Et elle explose de rire, elle me dit « T'as raison, je connais pas, j'ai juste passé toute la guerre et à peu près presque plus de 10 ans à Yzeure-sur-Creuse entre la guerre et après, avec tes grands-parents et ta mère. » Et il faut juste savoir que j'ai, moi, perdu ma mère quand j'étais toute petite, donc j'avais toute une partie de mon histoire qui n'était pas là. Et je me dis qu'en étant ici, j'aurai des explications une fois que je serai là-haut, mais je pense que je devais avoir un rôle au niveau de ma famille, probablement, au niveau de ma mère, j'en sais rien. Ce qui est très amusant, c'est que le fait de venir à Yzeure-sur-Creuse m'a fait vraiment renaître ma mère, parce que j'ai rencontré plein de ses amis. Et c'était un peu la première fois que des gens en dehors de la famille me parlaient de ma mère. Donc il y avait M. Ricollet qui habitait là, Mme Auger, qui étaient tous leurs copains. Et quand j'ai fait les travaux ici, j'ai beaucoup participé aux travaux, etc. Et tout était démonté, on a cassé toutes les fenêtres. Enfin bref, on a fait des travaux. Oui, vous avez fallu 8 mois de travaux en 2011. Voilà, 8 mois de travaux, on ne pensait pas faire autant. On a quand même tout démoli et ça a été un projet extraordinaire parce qu'en 8 mois, on a réussi à faire tout ce qu'il fallait pour réouvrir en mai 2011. Et juste pour finir, en descendant du chantier, un jour, je vois une photo clampée dans mon ordinateur parce qu'on pouvait rentrer à tout vent et je reconnais ma mère et monsieur Rigolet qui habitaient juste là, donc sur la place du village. Je retourne la photo, j'étais un peu étonnée et il y avait un message d'une dame qui s'appelle Madame Auger qui m'avait dit j'étais la meilleure amie de votre mère, appelez-moi. Voilà, c'était la petite histoire pourquoi je suis ici. Maintenant, je vous dis, une fois que je serai là-haut, j'aurai peut-être des explications plus précises. Voilà, plus précises. Voilà. On vient de parler à l'instant, il y a quelques minutes, d'agriculture. Vous êtes, vous, dans le secteur de la restauration, un secteur qui est très lié justement à ce secteur-là, de l'agriculture. Vous, quels sont vos liens avec les acteurs locaux et principalement avec les acteurs autour d'Yzeure ? Alors, la restauration d'aujourd'hui nous porte énormément à travailler avec les producteurs locaux. C'est pas toujours facile pour les restaurateurs, pour 2 raisons. La première raison, c'est que y a un problème d'approvisionnement, c'est-à-dire que il faut aller les chercher. C'est pas toujours des gens qui ont le temps de venir livrer, etc. Et puis, il y a une histoire de quantité. Nous, quand on met un menu, enfin une carte pendant 3 mois, on est obligé de commander toutes les semaines un certain nombre de kilos. Par exemple, j'ai des riz de veau. Les riz de veau, on en commande à peu près quelque chose entre 12 et 25 kilos par semaine. Allez voir n'importe quel fermier autour de nous. Si j'arrive en leur disant, écoutez, voilà, moi, il me faut 15 kilos de riz de veau toutes les semaines, ou alors j'avais fait ça avec Monsieur Neuvy, Madame Neuvy, qui est sur les marchés, en lui disant, écoutez, moi, je veux bien travailler avec vous, mais c'est à peu près 8 à 12 filets de bœuf par semaine. Et elle m'a dit, ah non, là, je ne vais pas pouvoir.
C'est très compliqué. Merci en tout cas pour ce témoignage, Isabelle de Rochechouart. Vous êtes la gérante du Relais de la Mode qui nous accueille aujourd'hui, Jérôme. Merci Florian, merci notre intervenante Isabelle de Rochechouart qui vient de nous illustrer le fameux poème de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». RCF, mon territoire. Bienvenue à nouveau si vous nous rejoignez sur RCF Mon Territoire, le magazine des initiatives locales. Alors une dernière séquence avec encore d'autres invités. Je me tourne vers Kevin Bussereau, donc de l'association Heather & Rock, qui évidemment organise le fameux festival. Alors est-ce qu'on doit encore présenter le festival Heather & Rock ? En 2024, il avait accueilli plus de 40 000 personnes, on l'a rappelé, en 3 jours. Et l'édition donc qui se prépare, la 19e, du 1er au 3 août prochain, est bien partie, puisqu'on annonce de nombreux artistes, dont une certaine Mathilde Gerner, plus connue sous le nom de Oshi, bien sûr, et d'autres que vous allez nous rappeler, Kevin Bussereau. Bonjour d'abord, Kevin Bussereau, vous êtes avec Sébastien Manuel, l'organisateur de ce festival, qui est donc un incontournable dans le paysage des musiques actuelles. Alors comme moi j'adore poser des questions idiotes, pourquoi a-t-on créé ce festival à Yzeure-sur-Creuse ? Alors pourquoi on a Monsieur créé le le maire festival est au bord de la Heather & Rock ? syncope. Alors ça a commencé il y a 20 ans, hein, on ne rajeunit pas. À l'époque, monsieur le maire Jacques Périvier était le président du comité des fêtes et moi je faisais partie du comité des fêtes. Il me semble que j'étais dans le bureau, vice-président. Et un été, au mois de juin, à une bonne heure, vers 19h on va dire, à l'heure du jus d'orange, on s'est posé comme question avec Maximilien, son fils, mon meilleur ami. Voilà, on nous a dit plusieurs fois qu'il n'y a rien pour les jeunes. Donc on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pourquoi pas un concert, un soir, un concert. Ok, on fait ça quand ? On regarde notre agenda. Ah, premier week-end d'août, c'est la seule date de libre. Et puis on dit go, c'est parti. Donc on essaie une année. Et, la première année, enfin les 5 premières années d'Heather & Rock, c'était sous l'égide du comité des fêtes. Donc c'était un soir, 2 artistes. Après on est passé à 2 soirs, 4 artistes. Et c'était des concerts gratuits. Au bout de 5 ans, on s'est dit on va passer en mode festival. Donc 2 soirs. Donc, et là on s'est dit, le seul problème c'est qu'on va vouloir le passer payant et on ne veut pas... faire tomber l'association du comité des fêtes d'Heather. Donc on dit, on va créer Heather & Rock. Et après, petit à petit, on est venu, Heather & Rock, à 40 000 personnes dans le week-end sur 3 jours. Voilà. Petit à petit, l'oiseau a fait un nid de plus en plus grand. C'est ça. Alors justement, parlez-nous de l'édition 2025 qui se profile. Oui, l'édition 2025, donc toujours sur 3 soirs. Donc avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Oshi, nous avons entendu tout à l'heure AD qui passe. Après, on a la rue Catanou et les Ogres en collectif. Après, on a plusieurs petits groupes, l'Entourloupe, etc. Donc c'est une bonne programmation. On a un peu galéré pour trouver des effets waouh comme les années précédentes, comme Chaka, M, Louise Attaque. C'était un peu compliqué cette année. Donc on est sur une bonne programmation middle, on va dire, qui va faire plaisir à beaucoup de festivaliers, un peu moins connus par le grand public. Mais c'est qui votre public ? Ils ont quel âge ? Ils viennent Alors, nous, notre public est très hétéroclite, c'est-à-dire qu'on va du 12 ans à, on va dire, 99 ans. Parce qu'il y a encore quelques années, il y a quand même des personnes assez âgées qui viennent profiter de la musique. Et sachant que nous, en fait, on va passer de tout. On va passer du rock, on va passer du rap, on va passer du reggae, comme on a de Bink encore cette année. C'est un festival un peu généraliste, alors ? Généraliste, je sais pas, mais très hétéroclite au niveau musical, ouais, parce qu'en fait, on veut faire connaître la culture musicale à tout le monde.
Parce que comme on peut le dire, nous sommes à Yzeure, qui est un petit peu le centre de la France, on va dire. Moi, j'ai compris que c'était le centre du monde. Monsieur Oui, Périvier nous a dit ça au début. Je vous le confirme aussi, mais bon, je ne voulais pas reprendre les mots de Monsieur le maire, mais il l'a dit en premier. Et donc, du coup, oui, donc faut faire connaître la culture un petit peu à tout le monde. Donc, pas se fixer que sur un style musical. Après, sachant que on est quand même assez excentré. On est à 80 km de Tours, 70 de Châteauroux, 50 ou 60 de Poitiers. Donc, on a un beau une succès zone quand même. Oui, c'est un beau succès. Mais après, on a une zone d'attractivité qui est assez compliquée. Parce qu'il y a des artistes qui sont très commerciales, donc on va dire qu'ils vont très, très, très bien fonctionner sur Tours. Parce qu'on a une zone, on va dire, de jauge publique sur Tours qui a plus de 200 000 personnes. Nous, à Yzeure, on a 1400 habitants. Donc, il faut attirer le monde. Donc voilà, il faut prendre des artistes qui sont assez forts, assez connus, où on a envie de faire plus de 80 km pour venir sur ce site. Voilà. Mais sachant que tout le monde connaît Yzeure déjà. Manifestement, les gens viennent, effectivement. On est dans un contexte qui est un peu compliqué pour la culture. Agriculture, culture, c'est des mots qui recouvrent des secteurs qui ont pas mal de difficultés. Comment vous équilibrez votre fonctionnement dans un contexte comme celui-là qui devient assez médiocre quand même quand dans une autre région on supprime 100 millions de subventions publiques aux acteurs culturels? Peut-être, mais après, nous sur Yzeure, ça ne nous a jamais trop concernés, on va dire. Évidemment, on a des aides parce qu'on est soutenu évidemment par la mairie, par la Comcom. Ouais, mais quand tu fais le prorata, on est plus soutenu par la mairie que par le conseil départemental et la région. Donc, par exemple, votre billetterie, elle couvre quel pourcentage de votre budget ? On va dire, il n'y a pas que la billetterie. La billetterie, elle va couvrir à peu près 50% de notre budget. On a surtout, en fait, on est une association 100% bénévole. Et en fait, on fait tout nous-mêmes. C'est simple. Donc, on va dire qu'on ne vit pas en autarcie, mais on essaye de vivre en autonomie. Donc, un artiste comme Oshi, par exemple, elle est chère. Après, oui. Mais après, on est dans les prix. Après, on tient les prix. Mais comme tout le monde, mais oui, c'est des artistes qui sont assez chers. Vous avez le droit de nous dire combien elle vous demande ? Ça, parce que ça se négocie. Après, on peut dire sur des artistes qui sont déjà passés, nos artistes les plus chers, c'était plus de 250 000 euros. Ah oui. Yzeure & Rock, pour une petite idée, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Oui, donc, on est dans ces échelles-là quand même. Ah oui. Comme on peut mettre en ratio, on est plus cher que le budget de la commune. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez bien fait de venir, monsieur le maire, vous avez appris des choses. Non, mais c'est vrai, c'est pour dire que ça devient des sommes aussi assez astronomiques. Sur le tout premier Yzeure & Rock. Il y a les droits SACEM, Oui, tout ça, c'est des taxes qui sont compris dedans. Il y a les assurances, il y a tout ça. Oui, alors ça, les assurances, on peut en parler. Ça, les assurances, après le Covid, on passe de 12 000 euros à 40 000 euros, sans aucun détail. On nous a juste dit qu'il faut rembourser le Covid. C'est assez sympa. Mais oui, tout augmente. Tout augmente. On passe du premier Yzeure & Rock où on était à 14 000 euros, où on est maintenant à 2 millions. Vous seriez capable de gérer une augmentation de la fréquentation ou là, vous avez atteint la bonne jauge ? Alors, on n'a jamais atteint la jauge maximale à Yzeure. Toujours plus. Je vous rappelle que le Festival des Vieilles Charrues, ça a commencé à Carré, un petit village de 200 habitants. Donc voilà. Donc non, aujourd'hui, on est sur une jauge à entre 14 et 15 000 personnes max par soir. On va s'assurer de ça pendant quelques temps. Et après, on verra. Une fois qu'on aura assuré cette jauge-là maximum par soir, on sait le faire, on l'a déjà fait, on pourra éventuellement augmenter notre jauge. Donc rendez-vous dans 25 ans pour faire le bilan du cinquantenaire. Monsieur le maire, rapidement. Juste pour ajouter que Yzeure & Rock ne bénéficie que de 6% d'argent public dans son budget global.
Donc les suppressions de financement, comme a dit Kevin, ce n'est pas forcément un problème puisqu'on nous a toujours habitués à se dire débrouillez-vous par vous-même plutôt qu'attendre des autres. Un modèle économique donc plutôt sain, si on peut dire. Merci Florian, un dernier invité. Et même deux derniers invités, puisque après la musique, on passe au sport. J'accueille David Chevreuil et Magali Chevreuil. Vous êtes respectivement vice-président de l'Union sportive d'Yzeure Preuilly et la trésorière. Alors, on va commencer adjointe. Pardon. On va commencer par parler un petit peu d'argent parce que ce mercredi à Tours, le TFC a officiellement été liquidé. Comment se porte l'Union sportive d'Yzeure Preuilly ? Alors, financièrement, c'est toujours très très dur parce que les subventions sont coupées tous les ans, un peu plus. On a la chance d'avoir deux mairies qui nous soutiennent, même trois. Il y a Bossé-sur-Claise aussi qui nous soutient très bien. On a eu des difficultés financières, on est en train de remonter. Là, on a repris les choses en main un petit peu. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a 2 salariés au sein de l'association qui étaient subventionnés jusque-là pas mal et pour lesquels on touche presque plus rien, quoi. Alors au sein de votre club, vous avez plus d'une centaine de licenciés. Comment est-ce que vous faites pour les garder quand on est Yzeure, situé à la confluence de plusieurs départements? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire voler ces licenciés, ces joueurs? Alors ça, c'est une recette qui est pas très dure. Il suffit de les garder dans le monde rural où ils ont vécu. Donc on a des enfants, chez nous c'est des enfants du cru qui viennent de pas très loin, qui habitent maintenant des fois très loin. On avait des joueurs, là il s'est rapproché un petit peu, mais on avait un joueur qui habitait Paris, qui revenait le week-end pour jouer chez nous, quoi. Parce qu'il est originaire de chez nous et qui veut rester chez nous parce qu'on s'y sent bien. Alors votre équipe principale vient de tomber d'une division. Expliquez-nous, elle était en R3, elle vient de diminuer d'une division, c'est ça? C'est mal passé récemment à Yzeure Preuilly au club de foot. Oui, malheureusement, ça a été un petit revers l'année dernière. Alors il y a eu une saison contradictoire parce qu'on a fait un très mauvais parcours en Régional 3 l'année dernière. Ce qui nous a valu la descente en première division. Par contre, on finit quand même finaliste de la Coupe d'Indre-et-Loire et on perd contre une grosse équipe qui est Saint-Cyr-sur-Loire quand même, qui évoluait en Régional 2 à l'époque, qui montait, elle, en Régional 1, juste avant la finale. Et on a perdu contre eux juste 1-0 avec les grands honneurs. Et je remercie les joueurs qui nous ont fait vibrer. Quand on parle de l'importance du foot dans une petite commune rurale, justement, c'est un sport qui est déterminant. Si on devait, par exemple, faire un parallèle avec la musique, Yzeure Rock, le foot, qu'est-ce que ça représente à Yzeure? Alors, ça représente déjà un moyen pour les enfants d'avoir une activité hors scolaire. On fait aussi des activités pendant le temps scolaire. On a une section foot au collège depuis, si je ne me trompe pas, 2007. Donc vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Nos salariés donc, participent à cette classe foot qui est malheureusement, pareil, très mal subventionnée. Nous recevons du département seulement une subvention pour acheter du matériel. Les heures de nos employés sont à la charge du club de foot. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours facile. Alors vous êtes le club d'Yzeure Preuilly. Où est-ce que vos joueurs s'entraînent finalement? À Yzeure, à Preuilly? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'organisation Alors la plupart du temps, ils s'entraînent sur le stade de Preuilly. L'hiver, quand les stades ne sont pas praticables, il y a un petit city-stade à Preuilly ou un gymnase qui est toujours à Preuilly. Par contre, les matchs se jouent à Preuilly pour la première division et à Yzeure pour la 3e division. Je veux préciser quand même que pour les jeunes, on est en entente avec le club de Martizé. Donc on a une partie des jeunes qui jouent en Indre-et-Loire et une partie des jeunes qui jouent dans l'Indre. Une toute petite question, David Chevreuil, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le club de foot de l'US d'Yzeure Preuilly de remonter en Régional 3 cette saison? Eh bien, pour le moment, on croise les doigts. La saison est très bonne. On est premier pour le moment avec 5 points d'avance au championnat. L'équipe qui nous talonne a un match en retard, mais donc ça nous laisse au pire à 2 points devant. C'est quelle équipe? C'est Saint-Cyr-sur-Loire qui nous talonne derrière. Toujours Saint-Cyr-sur-Loire. Mais eux, c'est leur équipe 3. Ce n'est pas leur équipe Fagnon. Ils ont des équipes beaucoup plus haut.
Et j'espère que cette année sera une bonne année et qu'on pourra remonter, ce qui est historique pour un petit club rural comme nous. Merci à nos invités. Mon Territoire, le magazine mensuel des initiatives locales, était aujourd'hui à Yzeure-sur-Creuse et en public. Merci à Isabelle de Rochechouart qui nous a accueillis au relais de la Motte. Prochaine émission début mai à Champigny-sur-Veude, à quelques encablures de Richelieu, donc un point cardinal. En attendant, les mousquetaires de RCF vous saluent bien.